Bonjour à tous. Alors, c'est le premier épisode de l'année 2026. Passion Immo continue. Voilà, donc je vous présente évidemment mes meilleurs vœux pour l'année qui débute. Si vous écoutez plus tard l'épisode, y compris en cours d'année 2026, c'est pas bien grave. Mes vœux de bonne année se maintiendront de la même manière. Alors, deux épisodes qui vont se faire suite, l'autre arrivera d'ici quelques jours, les flops et les tops de l'année 2025. C'est-à-dire que je vais revenir sur l'année 2025. Alors, on pourra toujours me rétorquer, ouais, mais on est en 2026. Oui, d'accord, mais moi j'aime bien attendre que l'année 2025 soit terminée avant d'en faire un bilan, que ce soit sur les points faibles de cette année et sur les points forts de cette année. Dans les deux cas, j'ai sélectionné 5 flops et 5 tops. C'est pas toujours facile de les sélectionner. J'essaie en général de sélectionner des flops et des tops qui sont significatifs de quelque chose, et pas juste un élément comme ça purement circonstanciel. Eh ben on va démarrer avec les flops et puis dans le prochain épisode ce sera les tops. Allez, les 5 flops de l'année 2025. Ce premier épisode de l'année 2026 de Passion Immo, c'est parti. Comme je le disais en introduction, la sélection est pas évidente. Elle est pas facile pour deux raisons. Premièrement, on pourrait se dire, bah oui, mais l'immobilier va très mal, etc. Donc, ça va pas être très compliqué de trouver des choses pour dire à quel point ça va mal. Oui, on peut le voir comme ça. Après, moi, j'aime bien prendre du recul quand même, et il n'y a pas que des éléments négatifs dans l'année qui vient de s'écouler. On le verra dans les tops de l'année, il y en a, malgré ce que l'on peut penser, mais le sujet viendra un tout petit peu plus tard. Et deuxième chose, je trouve qu'il est devenu de plus en plus compliqué dans la jungle de l'information que l'on a aujourd'hui, où vous avez ce mélange entre les réseaux sociaux, les podcasts, l'information traditionnelle, la presse spécialisée, les livres aussi. C'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui de faire le tri entre les informations qui sont des informations valables, sourcées, rigoureuses, etc., et puis celles qui ne le sont pas. Bon, et puis moi, vous le savez, depuis le temps que vous m'écoutez, la recherche d'une information rigoureuse, ça reste quand même mon leitmotiv de manière extrêmement claire, je n'en démords pas. Pour moi, c'est important aujourd'hui de donner une information de qualité. Donc, ma sélection, elle repose sur ces éléments fondamentaux. Eh ben, allons-y. Allons-y, nous allons dévider ces 5 flops de l'année 2025. Il n'y a pas de hiérarchie particulière, je tiens à le préciser. Le premier, c'est, je l'ai intitulé « Bienvenue dans le chaos réglementaire ». Oui, parce qu'on est quand même, là, c'est quand même quelque chose qui pose problème, le chaos réglementaire. Évidemment, je m'intéresse exclusivement à la question du logement. Tout d'abord, trop de changements de ministres en quelques années. On en a encore eu au cours de l'année écoulée. Alors évidemment, ça suit le rythme des changements de Premier ministre. Je comprends bien que la situation politique, elle est compliquée et que ces changements de gouvernement sont le reflet de cette situation politique compliquée, mais trop de changements de Premier ministre, ça veut dire qu'à chaque fois, nous avons des regards qui, alors, se tiennent, cela dit, mais des regards quand même qui peuvent être différents, des positions qui ne sont pas les mêmes, et là, on a un manque de suivi, un manque de visibilité, parce que ça, c'est un vrai souci. Quand quelqu'un veut investir, alors, dans n'importe quel investissement, mais peut-être en immobilier plus que dans d'autres types d'investissements, on n'achète pas un bien immobilier pour le louer pour 3 ans, voilà. C'est pas comme si je plaçais de l'argent sur un compte à terme dans une banque. Voilà, j'ai un horizon de 2-3 ans, c'est suffisant. Donc là, la visibilité, à la limite, je m'en fiche un peu.
Là, non. Quand on s'embarque comme ça, on a besoin de visibilité. Ces changements de ministres n'aident pas, d'autant plus qu'on n'est pas certain qu'ils vont s'achever dans les mois qui viennent. Bon, ça, c'est un premier élément. Tout ça, ça a des conséquences. Des projets qui sont lancés, des projets intéressants, des projets parfois ambitieux, mais qui vont pas au bout. Je prends le statut du bailleur privé. Alors, le but n'est pas de le développer ici. J'en parle régulièrement parce que, à la base, c'est un sujet qui est un sujet intéressant. Mais là, on sent bien dans cette discussion budgétaire qui est pas terminée, à l'heure où j'enregistre, que le statut du bailleur privé, il a quand même du plomb dans l'aile. On a aussi des chantiers réglementaires qui manquent de cohérence. Je prends un exemple très précis. On a voulu, à partir de 2024, rendre le meublé moins attractif fiscalement, ce qui peut se comprendre par rapport à une offre de logement que l'on veut rééquilibrer en faveur de la location nue. Bah oui, mais à ce moment-là, qu'on aille au bout de la logique, en boostant fiscalement la location nue, ce qu'on n'a pas fait encore. Donc, ce chaos réglementaire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les choses avancent sur un pied et puis qu'on attend le complément. Autre et dernier exemple, parce que j'aurais pu en prendre d'autres, ma prime rénov', ou alors là, on atteint le summum du chaos réglementaire. La prime rénov', elle a... depuis qu'elle existe, donc depuis 5 ans environ, elle a fait l'objet d'une quinzaine de changements réglementaires. Bon, déjà, là, c'est quand même assez impressionnant, très dur à suivre. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée à un moment donné. Moi, ce que je trouve totalement ubuesque, alors peut-être pour de bonnes raisons, quand elle s'est arrêtée au début de l'été 2025, on nous a dit oui, on arrête parce que il y a des problématiques de malversation autour de la prime rénov', on veut faire le point, etc. Bon, moi je pense qu'il n'y avait plus assez d'argent tout simplement, et puis que c'est une des raisons qui était avancée. Bon, mais bref, voilà. Bah oui, mais ça va remettre ça. Alors évidemment, la prime rénov', elle est revenue au mois de septembre, réformée encore une fois, voilà, un nouveau changement. Et puis là, elle va de nouveau être mise entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que la loi de finances n'est pas votée. Alors voilà, donc ces stop and go réguliers, non, ça colle pas, ça pose un vrai souci. Ça pose un souci du côté des artisans, notamment, voilà, qui sont, on va pas se le cacher, les artisans, ils vivent pas que de ça, mais disons que les aides accordées aux particuliers pour mener des travaux leur sont évidemment bénéfiques. Puis les particuliers eux-mêmes, parce que si à un moment donné vous achetez un bien qui demande des travaux et que ces travaux, vous comptez sur cette aide pour les financer et que tout s'arrête d'un coup, un petit peu sans préavis, c'est quand même compliqué. Donc voilà, ça c'était mon premier flop. Bienvenue dans le chaos réglementaire. Le problème, c'est que j'ai pas le sentiment que en 2026, on aura une amélioration à ce niveau-là, tout simplement parce que ce chaos réglementaire, il est le reflet du chaos politique actuel et que sans que ce chaos politique soit résolu d'une manière ou d'une autre, on avancera assez peu sur cette question-là. Flop numéro 2, c'est la construction neuve. En fait, le neuf coule, mais pas grand monde ne lance de bouée à son secours. C'est un petit peu le constat qu'on peut en faire. On ne sait plus quoi penser aujourd'hui parce que, alors il y a des crises successives qui affectent le logement, que ce soit l'ancien, le neuf, etc. Bon, voilà. Mais là, ça commence à s'inscrire dans la durée et il n'y a rien qui semble signaler une sortie du tunnel. Alors, elle est alimentée depuis 3 ans, cette crise. Il y a 3 facteurs, principalement. Il y a la hausse des coûts de construction, une évidence. Il y a des taux d'intérêt qui restent élevés, donc qui vont restreindre effectivement l'envie des acquéreurs d'aller sur le neuf, qui est d'un coût plus élevé que l'ancien. Parce qu'évidemment, quand ils font un calcul sur ce qu'ils vont rembourser sur 20-25 ans, bon, là, évidemment, ça va coincer. Et puis, il y a eu cette extinction progressive des dispositifs de soutien à l'investissement locatif. On pense au Pinel. Alors, le Pinel, on pouvait le critiquer. On pouvait dire qu'effectivement, oui, mais l'aide, dans le cadre du Pinel, elle avait tendance à favoriser une augmentation des prix du neuf.
Bon, ce qui n'est pas totalement faux, hein, non plus, il faut pas se le cacher, mais disons que tout s'est arrêté d'un coup, il n'y a rien qui a vraiment remplacé, on aurait pu imaginer un dispositif. Alors, on pourra toujours me rétorquer que le statut du bailleur privé, il aurait en partie, bon, même si ça reste très modeste quand même, il aurait en partie pour raison d'apporter une aide sur ce plan. Bon, à voir, hein, en tout cas. Bon, et puis, on constate aussi quelque chose, c'est que les investisseurs particuliers, qui étaient autrefois hein, les moteurs du marché, ils se retirent quand même de manière assez importante. Alors ils se sont pas, ça veut pas dire qu'il y en a plus. Voilà, moi j'aime pas les discours complètement apocalyptiques, mais quand même. Si par exemple on prend les 9 premiers mois de l'année 2025, on a eu des chiffres il y a quelques jours en fait, les réservations ont été divisées par 2 par rapport à la même période en 2024 qui était la dernière année du dispositif Pinel. Bon, donc là les investisseurs qui se disent oui le neuf ne nous intéresse plus autant qu'avant, c'est un vrai problème. Voilà, donc ça. Mais on avait déjà le problème en 2024 et on voit qu'en 2025, le neuf pose toujours question de manière assez accrue. Troisième flop, alors moi je l'ai intitulé jeter le bébé avec l'eau du bain, attention au piège du tout libéral. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Je sens bien arriver depuis quelques temps, depuis deux ans environ, de manière assez insistante, un vent du tout libéral et un vent il faut plus de réglementation. Alors, il peut y avoir des raisons, hein, c'est-à-dire le DPE qui est compliqué et qui restreint l'autorisation de donner sur de la location dans certains cas. Voilà, alors il n'y a pas que ça. Alors moi je dis attention, c'est-à-dire que je veux bien entendre qu'une réglementation, à un moment donné, elle est peut-être trop complexe. On est peut-être allé trop loin. Pas de souci. À ce moment-là, on réajuste, on adapte les choses. Mais quand j'entends des voix demander des suppressions totales, je vais donner quelques exemples, hein, là, ça commence un peu plus à m'inquiéter. Parce que sur le DPE, certains disent « Ah ouais, mais non, le DPE, faut le supprimer ». Il faut aussi faire sauter les protections concernant les locataires. Qu'on puisse très très rapidement, au premier impayé de loyer, mettre fin au bail. Il faut supprimer les zones à faible émission mobilité. Parce que voilà, même si ça n'a pas de lien très net avec le logement, mais on l'entend également. L'encadrement des loyers. Ah non, faut le supprimer, etc. Donc en fait, on voit bien ce discours qui est tenu d'une suppression quasi totale d'une réglementation, des normes. Pareil, on l'entend aussi dans le neuf. Hein, ouais, il y a trop de normes dans le neuf, etc. Alors, j'insiste bien, j'entends tout ça, mais attention qu'on n'aille pas trop loin. Pourquoi ? Parce que le logement n'est pas un bien comme un autre. C'est comme ça. C'est pas comme vendre, faut pas y voir une insulte à nos amis boulangers ou à nos amis constructeurs automobiles. C'est pas une voiture, c'est pas une baguette de pain. Voilà, le logement fait partie de ces éléments où il faut tenir compte du droit au logement, il faut tenir compte de la protection des locataires quand même, etc. Et on peut pas tout faire dans ce domaine. À ce sujet-là, je cite une anecdote. Il y a quelques années, j'avais une cousine qui était partie vivre quelques années aux États-Unis, à Los Angeles. Bon, voilà, avec son mari, ils louent une maison. Puis au bout d'un moment, ils reçoivent un courrier recommandé leur disant que le bail s'arrêtera dans 2 semaines. Voilà. C'est le droit en Californie, c'est-à-dire que le propriétaire bailleur, il est tout à fait à même de mettre fin au bail à n'importe quel moment, comme ça, sans un préavis très important. Donc voilà, on imagine la problématique qu'il a fallu assumer de trouver très rapidement un logement de remplacement, etc. Est-ce qu'on veut aller vers ça ? Moi, j'avoue que c'est pas mon truc, spécialement. Alors, en fait, il faut trouver un équilibre entre
protection légitime et liberté du marché pour que le marché puisse quand même jouer son rôle. Et c'est pas simple, voilà. Donc là, c'est une question, il faut se méfier quand même des discours tout faits, trop excessifs. Et aujourd'hui, c'est les choses, c'est pour certains, c'est blanc ou noir. Bon, pour moi, non. Sur ces problématiques-là, c'est pas blanc ou noir. Donc attention, et je suis pas non plus pour une surprotection des locataires, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il va falloir avoir un discours mesuré sur cette question-là. Quatrième flop et avant-dernier, ça concerne le discours sur l'immobilier. Est-ce que l'immobilier est mort? Parce qu'on l'entend beaucoup. Non, moi je pense que les fondamentaux sont toujours là. Pourtant, c'est un discours qu'on entend. Ouais, l'immobilier c'est mort, l'investissement immobilier faut plus y aller, etc. Bon, voilà, là encore, les excès habituels. Et pour moi, c'est un immense flop sur certains. Alors, on peut les qualifier soit d'influenceurs, soit de gens qui ont une idée derrière la tête. Oui, parce que quand j'entends, par exemple, sur LinkedIn, où je suis assez présent, quand j'entends quelqu'un qui vend de l'assurance vie dire l'immobilier c'est mort, il prêche pour sa paroisse, voilà. Donc, alors faut aussi faire attention aux discours en fonction aussi de ceux qui les émettent, quand même. Bon. Donc, il y a une presse aussi qui est parfois dans l'excès sur ces questions-là. Est-ce que les fondamentaux sont là? Mais oui, les fondamentaux sont là, et je dis pas ça de manière béate. Les prix, ils ont été réajustés à la baisse dans beaucoup d'endroits quand même. Voilà, c'est le constat qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'ils baisseront encore? Je suis pas convaincu, au contraire, on peut noter qu'ils repartent à la hausse, mais très légèrement quand même. Très important, les banques, elles ont repris leur politique d'octroi de crédit. C'était un peu, c'était un peu compliqué quand même pendant 2 ans et demi. Là, on a bien vu qu'en 2025, les banques ont repris cette politique d'octroyer du crédit beaucoup plus facilement qu'elles ne l'avaient fait dans la période antérieure. Donc ça, c'est plutôt un élément intéressant. Et puis, on a bien vu que les taux sont pas remontés en fonction des craintes qu'on avait pu exprimer il y a quelques mois. Quand la France a commencé à subir des baisses de notation au niveau international, moi-même j'en avais parlé à un moment donné, c'était une des craintes de se dire, oui, mais est-ce que ça va pas avoir une influence sur les OAT à 10 ans? Ça, oui, ça a une influence sur les OAT à 10 ans. Est-ce que ça va pas avoir une influence sur la fixation des taux de crédit par les banques? Bon. Les taux, ils ont un tout petit peu remonté, mais c'est vraiment très très léger. Et finalement, on est sur quelque chose qui est plutôt positif à ce niveau-là. Et donc là, il faut pas se leurrer. On a vraiment des fondamentaux plutôt solides. Il y a une sorte de parenthèse qui est plutôt intéressante entre cette baisse des prix, mais on est un petit peu en fin de cycle, des banques qui ont repris leur politique d'octroi du crédit et des taux qui ne sont pas remontés. Donc au contraire, c'est plutôt le moment d'investir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire attention au type d'investissement, mais là pour moi, ce flop, il est important parce que là, on est en train, par un discours négatif de certains, on est en train presque d'effrayer de continuer d'aller sur de l'immobilier et c'est pas du tout la question. Et j'en arrive à mon dernier flop. Le dernier flop va concerner le squat. Alors le squat, je pourrais intituler ça le squat ou la psychose collective. Alors là, c'est un flop, mais qui a un peu un coup de gueule. Parce que, honnêtement, moi, le discours sur le squat, je n'en peux plus. C'est-à-dire que vous avez des spécialistes de la question. Bon, on va citer Le Figaro notamment. Alors pas Le Figaro dans sa version papier qui est beaucoup plus mesurée sur ces questions-là, mais dans sa version numérique, toutes les semaines, on va parler de squat. Vraiment, des fois c'est plusieurs fois dans la semaine. Petite confidence que je tiens d'un journaliste du Figaro, dont évidemment je tairai le nom, qui m'a dit « Ouais, on sait très bien que le squat, il n'y en a pas tant que ça, mais ça fait du clic. »
Ok, quand on a dit ça, au moins le discours, il a le mérite d'être clair. Le discours sur le squat, il me dérange davantage quand il émane de personnes qui sont plutôt dans la sphère immobilière, sur la question de l'investissement immobilier, et qui, là encore, pour faire du clic sur les réseaux, abreuvent leur communication du mot squat, parce ils savent à l'avance que ça va attirer. Voilà, ça va attirer le chaland de parler de squat. L'exemple le plus caricatural que j'ai vu, c'est, je tairai son nom, un journaliste, je mets des guillemets dans ces cas-là, il y a quelques semaines, qui a rédigé tout un post sur LinkedIn sur quelque chose qui était absolument scandaleux en matière de squat. Bon, ok. Manque de bol, ce qu'il citait se passait en Espagne. Mais ça, il ne le disait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on en est à un point où, pour balancer une info bidon, parce que là c'est de l'info bidon, on tait l'origine géographique de l'information pour faire croire que ça se passe en France et alimenter cette espèce de psychose sur le squat. Alors on va en venir aux chiffres, parce qu'il n'y a que ça. Les chiffres, on les trouve. Alors, il y a une difficulté, je reconnais. Il y a un manque de centralisation au niveau national dans le squat. Donc, alors on trouve quand même des chiffres. Pas pour 2025 parce qu'évidemment c'est trop tôt, mais par exemple entre septembre 2023 et mai 2024, les préfets ont reçu 432 demandes d'expulsion pour squat, très précisément. Alors on pourra toujours me dire, oui, mais peut-être qu'auprès des préfets, il ne revient pas l'ensemble des problématiques de squat. Je suis d'accord, mais 432, même en admettant que tous les dossiers qui viennent vers les préfets ne reflètent pas en totalité la problématique du squat, c'est quand même très faible. Voilà, c'est quand même très faible. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, sur ces 432 demandes, parce qu'on dit souvent, oui, mais c'est inefficace, etc. 356 ont abouti à une évacuation forcée. C'est-à-dire que sur les 432 demandes d'expulsion, plus de 80% ont été menées de manière aboutie. Alors on est très très loin d'une inaction des pouvoirs publics sur ce sujet. On en est très très loin. Alors quelques centaines de squats, je vais mettre ça en parallèle d'un chiffre, 38 millions de logements en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui une problématique qui est systématiquement mise en avant alors qu'elle est absolument marginale. Moi, c'est l'exemple que je prends souvent. Un propriétaire bailleur aujourd'hui, il a plus de risques de se faire renverser en traversant la rue que de voir son logement occupé par un squat. Alors, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec quelqu'un sur un réseau social qui est toujours très remonté sur le squat, mais j'ai compris pourquoi il le fait. Enfin voilà, il cherche là encore du clic. Je lui avais mis les chiffres et il m'avait fait une réponse que je trouve d'une connerie hallucinante. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. Il m'avait dit oui, mais encore y en aurait-il qu'un seul, ce serait un de trop. C'est d'une stupidité totale. Voilà, ça veut dire je rêve d'activité sans risque. Voilà, ça n'existe pas. Alors à ce compte-là, je prends plus l'avion parce que on va me dire que si un seul avion s'écrasait sur une année, c'est toujours un de trop. Mais bien sûr, c'est toujours un de trop. Mais je ne vois pas autour de moi d'activité sans aucun risque. Le squat fait partie du risque, donc on va pas le laisser de côté et le dire qu'il n'existe pas, mais il est vraiment extrêmement réduit. Et pour être encore extrêmement précis sur cette question, 80% des cas de squat, ils sont concentrés seulement sur 4 régions. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, PACA et l'Occitanie. Voilà. Et l'Île-de-France, c'est 40%.
Alors c'est logique, hein, c'est là où il y a les bassins de population les plus importants. Donc ça veut dire que le reste de la France n'est concerné qu'à 80% par le phénomène du squat. Autant dire qu'il y a des régions de France, le squat c'est quasiment du risque zéro. Bon. Alors, il faut remettre les pendules à l'heure, il faut dire la vérité sur cette question-là, parce qu'à force d'alimenter cette problématique, qu'est-ce qui va se passer ? Mais des gens vont se détourner de l'investissement immobilier, parce qu'ils vont être abusés par ce discours. Et j'en entends, j'en vois. C'est le cas notamment des petits investisseurs qui, eux, ne veulent pas prendre ce type de risque. Je les comprends totalement. Eux, il faut leur expliquer ce qu'il en est, de la réalité des chiffres, que les demandes d'expulsion, quand on en arrive là, non, il n'y a pas d'inexécution de l'État, c'est plutôt efficace, etc. Donc voilà, et ça c'est la réalité. Alors évidemment, quand je dis ça, alors là je vais pas faire du clic sur les réseaux, hein. Au contraire, on va plutôt me traiter d'abruti ou de personne qui est déconnectée de la réalité. Non, la réalité, elle est là. Bref. Voilà quels étaient mes 5 flops dont je rappelle rapidement. Le chaos réglementaire, les difficultés dans la construction neuve, le piège du tout libéral sur une déréglementation que certains appellent de leur vœu, le fait que non, il faut pas noircir la situation de l'immobilier, il y a des fondamentaux qui sont toujours là, et ce problème du squat. Bon, alors voilà, c'était ma sélection des flops de 2025, il aurait pu y en avoir d'autres. J'en suis conscient et vous pouvez dans les commentaires ajouter ce qui serait selon vous les flops en matière immobilière pour l'année 2025 qui vient de s'écouler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé ou écouté. Vous pouvez toujours me suivre sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Bon, les habituels. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez des fois des réactions, des questions à me poser, le faire via Instagram, via LinkedIn où je suis assez présent. Bon, c'est pas très compliqué de me contacter le cas échéant. Donc, je vous dis à très bientôt et puis à très bientôt, ça sera pour la deuxième partie de l'épisode où là, on va parler des tops en matière immobilière.